Madame, Monsieur, bonsoir. Dernier coup de théâtre dans une campagne décidément fertile en rebondissement. Alain Juppé, il y a quelques instants, devant le comité politique de la majorité, s'est engagé à quitter Matignon, quel que soit le résultat du second tour. Je vous propose d'entendre tout de suite le Premier ministre. Il faut aussi une équipe nouvelle, animée par un nouveau Premier ministre. Je fais confiance au Président de la République pour choisir les hommes et les femmes qui sauront entraîner les Français tout au long de cette nouvelle étape. Alors vous l'imaginez bien, cette déclaration cet après-midi du Premier ministre Alain Juppé change quelque peu la nature de cette dernière semaine de campagne avant le second tour. Édition spéciale ce soir donc sur notre chaîne avec des réactions de leaders politiques qui sont avec nous ou en duplex de province, là où ils se présentent. Et tout de suite, réaction cet après-midi, l'ambiance au quartier général de la majorité, là où M. Alain Juppé a pris donc cette décision. Reportage Jean-Baptiste Prédali. Lorsqu'il arrive avenue Georges V, au siège de la campagne RPR-UDF, Alain Juppé est précédé d'une rumeur. Il doit faire une déclaration importante. On sait aussi qu'il s'est entretenu avec le président de la République. Mais dans la salle du comité politique de la majorité, tout s'accélère. Quant à moi, en tant que chef de notre majorité, et avec vous, je mènerai jusqu'au bout le combat, c'est-à-dire jusqu'au succès qui est à notre portée, après quoi j'estimerai bien sûr que ma tâche a été accomplie. Brève déclaration au ton tendu. À la sortie, il y a ceux qui ne feront pas de commentaires et ceux plus nombreux à l'UDF qui avouent avoir été surpris. Je crois qu'Alain Juppé a fait preuve de beaucoup de courage. C'est une décision quand même difficile pour un homme politique. Et je pense que le courage pour l'avenir sera récompensé. Pendant la réunion, certains comme Nicolas Sarkozy ont salué le geste d'Alain Juppé. En public, les ministres se joignent à l'hommage. Parce que la décision qui a été prise par le nouveau ministre, elle est d'abord parfaitement conforme à ce qu'est la vraie personnalité d'Alain Juppé, telle que peut-être on l'a trop souvent méconnue. Et c'est une décision qui l'honore. Alain Juppé, lui, avait déjà quitté l'avenue Georges V. Son programme de campagne est maintenu. Aujourd'hui, tous les leaders de la majorité l'ont entendu renoncer à sa succession, tous, sauf Philippe Séguin, qui fait campagne à Épinal. Nous retrouvons tout de suite en direct du QG de la campagne UDF-RPR, Jean-Michel Carpentier. Bonsoir Jean-Michel, quel sera le rôle exact d'Alain Juppé, qui est encore Premier ministre, au moins jusqu'à lundi prochain? Écoutez, vous l'avez entendu, Alain Juppé va terminer la campagne. De meeting en circonscription, il va finir son travail, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire dimanche soir, avant de démissionner et de se consacrer à sa mairie de Bordeaux. Malgré l'ambiance très digne, cette nouvelle n'aura sûrement pas navré la totalité de la trentaine de responsables RPR-UDF présents ici cet après-midi. Certains n'attendaient que cela et ont même contribué à son départ. D'autres nous ont discrètement confié, je cite, que cela fait le jeu de Philippe Séguin, cela lui libère la voie. L'idée générale étant de faire en sorte pour la majorité de reprendre l'initiative politique. Alain Juppé dut-il en faire les frais? Merci Jean-Michel. À dire tout de suite également que d'après un communiqué qui vient de tomber de l'Élysée, M. Jacques Chirac, le président de la République, s'exprimera demain soir à 20 h à la télévision, dans le cadre, bien entendu, de cette campagne du second tour. Nous verrons tout à l'heure quels sont les axes de discours que pourrait choisir le président de la République. Jean-Michel Carpentier vient de parler de Philippe Séguin comme un des successeurs potentiels, comme M. Édouard Balladur ou quelqu'un, un homme de la société civile qui pourrait succéder à M. Alain Juppé. Réaction cet après-midi, après l'annonce du départ d'Alain Juppé, réaction de Philippe Séguin chez lui, à Épinal. Je crois que la politique est un jeu très cruel. Pourtant, les Français seront sensibles au courage et à la ténacité d'un Premier ministre qui devrait engager des réformes dans un contexte particulièrement difficile. Et une fois que la sérénité sera revenue, une fois que la bataille électorale sera terminée, je pense qu'ils apprécieront mieux l'ampleur du travail qui a été accompli. En tout cas, en appelant lui-même à la constitution d'une nouvelle équipe, je crois qu'Alain Juppé s'inscrit avec un certain panache dans la grande tradition républicaine du dépassement de soi. Est-ce qu'on parle de vous comme futur Premier ministre? Vous pouvez confirmer quelque chose? Est-ce que vous allez rencontrer le président de la République dans les jours prochains? Oui, je vais rencontrer les électeurs, et je les plus particulièrement mes amis, pour organiser notre campagne de deuxième tour. Parce que je crois qu'à l'heure finie, c'est ce qui compte. Il y a eu un premier tour, maintenant il y en a un second.
Il faut le gagner. Allez. Comment... Alors Philippe Séguin, évasif, on l'a entendu cet après-midi à Épinal. Les réactions maintenant sur ce plateau, déjà réunis autour de nous, M. François Bayrou, Nicolas Sarkozy, Mme Trottmann, M. Dominique Strauss-Kahn, merci d'être avec nous. Avant de vous entendre, je voudrais que nous rejoignions tout de suite l'ancien président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, qui est en direct avec nous de Grenoble. M. Giscard d'Estaing, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors c'est ici même... Je suis pas en contact avec vous de Grenoble, mais de Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, pardon, excusez-moi. Bien, il y a eu un petit glissement de terrain vers Grenoble. Monsieur le Président, vous avez indiqué ici même sur ce plateau, il y a 15 jours maintenant, que vous estimiez que la France devait être gouvernée autrement. Eh bien aujourd'hui, Monsieur Juppé vous a donné raison et le Président de la République aussi finalement. J'avais dit deux choses. La première, d'abord, je n'exprimais pas un point de vue personnel, j'exprimais le point de vue de ce que je croyais être l'état d'esprit des Françaises et des Français. J'avais dit deux choses. La première, c'est que je crois qu'ils souhaitaient au total garder notre majorité, mais je crois qu'ils souhaitaient être gouvernés autrement. Je n'étais pas allé plus loin parce que je ne voulais pas faire de cette formule une question personnelle, mais gouverner autrement, ça veut dire une autre politique. Et Alain Juppé, avec beaucoup de courage et de dignité, en a tiré la conséquence qu'une nouvelle politique devait être conduite par une nouvelle équipe. Et dans la culture politique française, la nouvelle équipe est conduite par un nouveau Premier ministre. Alors, vous pensiez à l'époque donc à un autre Premier ministre, sans le dire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le départ d'Alain Juppé, c'est le déclic nécessaire et suffisant pour que la majorité, qui est en difficulté, et vous ne vous êtes pas exprimé encore sur ce plan-là, est suffisant pour que la majorité l'emporte dimanche ? Je crois que c'est une contribution importante et ça explique d'ailleurs le geste, qui est un geste à la fois normal, puisqu'il tire les conséquences d'une situation, et en même temps utile, parce qu'il pense à la contribution qu'il peut apporter, en effet, au succès de notre majorité. Je crois que les Françaises et les Français ont dit avant-hier, nous en reparlerons dans 2 jours, ils ont exprimé leur mécontentement et aussi leur insatisfaction et le désir de voir engager une autre politique. Et leur crainte était de s'interroger, est-ce que cette autre politique, finalement, est-ce qu'on la retiendra comme la leçon de ces élections? À partir du moment où le Premier ministre en fonction indique qu'il y aura un autre Premier ministre et une autre équipe, cela donne une crédibilité au fait que la France sera gouvernée autrement. Et je pense que si les Français pensent que la France sera gouvernée autrement, ils vont donner en effet un soutien plus large à notre majorité. Monsieur le Président, est-ce que vous ne pensez pas avoir d'une certaine façon encore doublement raison en ayant dit ici même que vous étiez contre cette dissolution? Vous pensiez que les Français allaient protester contre cette décision? Non, ils n'ont pas protesté contre cette décision. J'avais simplement indiqué, quand le président de la République m'avait consulté, que tout indiquait que les Français étaient mécontents de la manière dont ils étaient gouvernés. Et donc, si on les interrogeait, la première réponse qu'ils apporteraient, on l'a vu hier, c'était de dire qu'ils étaient mécontents de la façon dont ils étaient gouvernés. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient envie de revenir en arrière et de revenir obligatoirement au socialisme. Et la décision de ce soir, l'annonce à la fois du Premier ministre et du Président de la République, veut dire que la France va pouvoir engager une nouvelle politique, être gouvernée autrement, et donc c'est bien, je crois, dans la ligne de l'attente des Françaises et des Français. Une dernière chose, Monsieur Giscard d'Estaing, vous êtes très inquiet, moyennement inquiet pour dimanche ? Non, je ne suis ni très inquiet, ni moyennement inquiet. Je suis raisonnablement confiant. C'est une réponse d'Auvergnat, ça, Monsieur le Président? Non, la Normandie, c'est à l'autre bout de la France. Merci, Monsieur le Président, d'avoir témoigné sur notre chaîne. Bien. Alors après, Monsieur Giscard d'Estaing, François Bayrou, bonsoir. Est-ce que vous pensez, vous, que la décision prise, et vous étiez présent cet après-midi par Monsieur Juppé, est le déclic nécessaire? Est-ce que d'abord, puisque vous y étiez, est-ce que Monsieur Juppé a eu du mal à prendre cette décision? D'abord, je veux dire que c'était un moment très, très émouvant et je crois qu'il donnait la véritable dimension de ce qu'Alain Juppé a fait au gouvernement. Chaque fois que j'ai eu à m'exprimer sur lui, j'ai dit qu'il était désintéressé. Courageux, désintéressé, intelligent et en même temps décidé à servir l'intérêt général. Et je crois qu'il en a donné là une très bonne illustration. Et j'avais simplement envie de dire chapeau, enfin, le sentiment qu'un homme public puisse prendre une décision aussi courageuse et aussi forte et qu'il le fasse avec ce panache, je crois que ça méritait d'être salué. Peut-être assez vite, cela va-t-il renverser le coefficient de sympathie qui, très injustement, avait été jusqu'à maintenant bas chez Alain Juppé.
Nicolas Sarkozy, est-ce que ce qui s'est décidé cet après-midi, c'est-à-dire le départ d'Alain Juppé, c'est le déclic nécessaire ou est-ce que c'est l'indice d'une crise à l'intérieur de la majorité? Bon, nous avons tous dit que, responsables de la majorité, nous avions analysé les résultats comme étant un avertissement qui nous avait été adressé par les électeurs. Et que de cet avertissement, nous tirerons un certain nombre de conséquences. Le premier à tirer les conséquences, ça a été Alain Juppé lui-même. À tout ce qu'a dit François Bayrou et que je partage, je dirais que c'est certainement une décision assez rare et assez exceptionnelle d'un homme qui, immédiatement, décide de passer en quelque sorte son destin personnel derrière le destin collectif. Il a eu le sentiment, Alain Juppé, il y avait à un moment donné... urgence, M. Sarkozy. Il a fait une analyse. Il a eu le sentiment, à un moment donné de cette campagne, que sa présence, comme éventuel successeur à lui-même, pouvait être une gêne pour la majorité. Il en a tiré immédiatement les conséquences, afin de crédibiliser la nouvelle étape qui a été proposée. Je crois que ce qu'on peut dire à nos électeurs, c'est que la conséquence du message adressé a été tirée immédiatement. Bien, nous parlerons des programmes dans un instant. Nous allons faire également réagir les hommes et Mme Trottmann de gauche sur cette décision de M. Alain Juppé. Mais d'abord, une réaction. Ce soir au meeting à Villeurbanne, je vous propose de retrouver tout de suite notre envoyé spécial, le Guylaine Chelu, sur place. Oui, bien écoutez, pour le moment, la stratégie des socialistes n'a pas changé, il est encore trop tôt, mais nul doute qu'il y aura une inflexion dans leur discours, tout d'abord simplement parce qu'ils n'ont plus le même adversaire. Vous le savez, dans les tout premiers jours de la campagne, les socialistes avaient pris pour cible Alain Juppé, ils disaient même qu'il était leur meilleur agent électoral en raison de son impopularité. C'est un geste en tout cas que Lionel Jospin souhaite minimiser, il souhaite garder le cap de sa campagne et surtout profiter de l'effet du bon score de la gauche au premier tour. Merci. Guylaine Chenu, auparavant, avait recueilli la réaction de Lionel Jospin donc à l'annonce du départ anticipé d'Alain Juppé. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du premier secrétaire du Parti socialiste. Trop de quel poids peut peser une telle annonce faite de cette façon au début de la campagne du second tour. J'ai trouvé étrange les commentaires qui venaient d'être faits et les compliments adressés à ce Premier ministre qu'on veut offrir en sacrifice. Je ne suis pas sûr que ce soit là le problème. Le problème, c'est un choix de politique, c'est un changement de politique qui est nécessaire. Par ailleurs, je crois que c'est quand même un indice de crise, de trouble, et je ne crois pas qu'il y ait un précédent à une telle attitude, à une telle décision dans la chronique des élections législatives de la Ve République. Voilà donc pour la réaction de Lionel Jospin, première réaction après l'annonce du départ pour le début de la semaine prochaine d'Alain Juppé. Monsieur Robert Rue, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors monsieur, tout simplement, première question, réaction donc à cette décision prise par le Premier ministre aujourd'hui? Bien écoutez, je crois que cette réaction, cette décision d'Alain Juppé traduit bien l'ampleur de la sanction qu'a subie hier la droite RPR-UDF. Il y a là, naturellement, le départ d'un homme qui, traduisait à sa façon cette politique. Mais le problème n'est pas le départ d'un homme. Hier, ce que les Françaises et les Français ont voulu dire majoritairement, c'est qu'ils ne veulent plus de cette politique. Il faut changer de politique. Donc, ce n'est pas en changeant les hommes, en mettant Séguin de main ou Balladur. Le problème, c'est qu'il faut changer cette politique, changer profondément les choses. Et je crois que la gauche peut s'inscrire dans cette démarche dans la semaine qui vient et aller à cette majorité qui pourrait s'engager dans une vraie politique de gauche. En tous les cas, c'est l'état d'esprit dans lequel... Robert Rue, donc vous classez ce départ d'Alain Juppé comme un incident de campagne. Ce n'est pas pour vous quelque chose de très important finalement. Vous le cataloguez comment? Non, je considère que... il ne s'agit pas d'un problème d'homme qui est posé aujourd'hui en France. Il s'agit de changer cette politique de la droite qui s'est traduite par le chômage, la précarité, les difficultés des gens. Et les Françaises et les Français disent « ça suffit ». Donc ce qui est posé comme question, c'est est-ce que dans la semaine prochaine, là, en fin de semaine, à l'occasion du deuxième tour de l'élection, on va pouvoir donner à la France
une majorité de gauche, de progrès, écologiste, qui va faire une autre politique. Le Parti communiste s'inscrit résolument dans cette démarche. C'est le sens déjà de sa campagne du premier tour, du résultat qu'il a obtenu et de ce qu'il veut faire aujourd'hui pour que la gauche gagne. Robert Hue, j'avance un peu dans la conversation parce que je sais que vous avez d'autres obligations. Je passe à un sujet qu'on abordera tout à l'heure, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue parce qu'on va s'y référer. Quelle va être votre position cette semaine? Vous allez demander des gages au Parti socialiste pour un futur gouvernement dans lequel vous figuriez avec d'autres ministres communistes, ou bien est-ce que c'est une discussion que vous réservez encore aux semaines à venir? Est-ce que vous avez des exigences en cas de victoire Nous ne éventuelle? vendons pas la peau de l'ours. Aujourd'hui, avant de l'avoir tué, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est est-ce que la gauche va pouvoir avoir une majorité là, dimanche prochain? Donc, tous les efforts qu'il faut faire, c'est de faire élire des députés communistes, socialistes, écologistes, qui vont, à l'Assemblée nationale, se regrouper pour former cette majorité. Oui. La question de ce qu'ils mettront en œuvre comme politique, d'abord, ça a fait l'objet, entre communistes et socialistes, déjà d'une déclaration. Ouais. Une déclaration qui donne les grandes lignes de ce que pourrait être une autre politique. Ensuite, si cette majorité se constitue et que se dégagent les possibilités donc, de choix importants qui marquent vraiment la vie des Français, eh bien, le gouvernement représentant cette majorité, toutes les composantes de gauche, pourra se composer alors. Donc, vous êtes une des composantes d'une éventuelle majorité de gauche ou vous êtes la composante principale? Je vous sens très modeste ce soir. Nous sommes une composante, mais une composante qui pèse, puisque les Français ont vu tous, depuis hier soir, le résultat des élections. Il y a naturellement la possibilité d'une majorité de gauche qui se dessine, mais elle ne peut pas se passer du Parti communiste, ça me semble évident. Les Français, d'ailleurs, ont choisi ainsi. 2 500 000 voix au Parti communiste ont créé ces conditions. Merci, monsieur Robert Hue. Merci à vous. Alors, réaction sur le plateau maintenant. Dominique Strauss-Kahn, Madame Trottmann. On commence par Madame Trottmann. Donc, réaction, restons sur le thème du départ d'Alain Juppé. Comment, au Parti socialiste, on a entendu Monsieur Jospin à l'instant, comment analyse-t-on ce départ de Monsieur Alain Juppé? Est-ce que c'est quelque chose pour vous, c'est un obstacle de plus avec un éventuel ressaisissement de la majorité de ses électeurs, ou bien est-ce que c'est un indice grave d'une crise et un élément de plus pour votre victoire éventuelle de dimanche? Je pense que ce qu'il faut constater d'abord, c'est que c'est une deuxième dérobade après la première qui a été cette dissolution où s'est engagée une course électorale effrénée où on prétendait changer la France en 40 jours. Et nous voilà après ce premier tour et celui qui est chef de campagne, chef de gouvernement, déclare forfait et abandonne la course. C'est tout de même un peu surprenant qu'on prenne un premier tour d'élection législative pour un casting. Je ne pensais pas que l'enjeu était celui de décider d'un Premier ministre en plein lorsque les Français sont réunis et mobilisés pour désigner une nouvelle majorité. Je crois qu'il y a là une façon de jouer avec le respect des électeurs et ceci marque le fait que la majorité est aujourd'hui déboussolée et qu'elle cherche une solution de rattrapage. Dominique Strauss-Kahn. Oui, je crois qu'honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la politique que la majorité sortante conduirait si elle est reconduite. Et cette politique, c'est la même. Encore qu'on ne sait pas très bien exactement ce que c'est. J'entendais M. Giscard d'Estaing tout à l'heure, gouverner autrement, tout ça, c'est un peu des mots creux quand même. La réalité, c'est que, ma foi, ils sont effectivement déboussolés, comme le dit Catherine Trottmann, ils ne savent pas très bien à quel sein se vouer. On a immolé M. Juppé, ce n'est pas ça qui est très important. D'ailleurs, si changer de Premier ministre avait suffi pour donner le nouvel élan que prétend chercher le président de la République, c'était pas la peine de dissoudre, il n'y avait qu'à le changer il y a 3 semaines, ça nous aurait évité tout ça. En réalité, nous sommes dans une situation particulière où on a eu les élections anticipées, maintenant on a la démission anticipée, mais la réalité des choses est que la politique que la majorité sortante veut mener reste la même, je n'ai rien entendu de neuf sur ce sujet, et peu importe les hommes qui la conduisent, ce qui compte, c'est la politique. Si on veut changer de politique, il faut changer de majorité. Alors on parlera des thèmes de campagne de la semaine qui vient, mais... Est-ce qu'on peut tout de même réagir en une phrase, oui, en une phrase, à ce qu'on vient d'entendre? Moi, il y a des moments où on préfère entendre ça que d'être sourd. Nous étions hier soir sur le même plateau et nous étions les mêmes, à la même heure. Et toute la démonstration de M. Strauss-Kahn hier soir, c'était de dire mais la majorité, vous allez faire la même politique avec les mêmes, Juppé, vous allez en reprendre pour 5 ans. Quelqu'un parmi les vôtres a dit, Monsieur Juppé, cet homme qui incarne physiquement l'impôt, vous avez dit des choses comme ça, qui ne sont pas, on peut considérer, comment dirais-je, dans le vocabulaire normal de la politique, ni dans le vocabulaire normal du respect des gens.
Et ce soir, vous nous expliquez que ça ne change rien. Monsieur Bayrou, bien sûr, parce en que effet, ça n'est pas changer un homme qui change quelque chose. Eh bien, je crois que le gouvernement... On nous parle de M. Seguin que tous les Français connaissent, ou de M. Balladur que tous les Français connaissent aussi. Ils ont déjà gouverné, tout ça ne change rien. Si vous disiez, on va changer complètement l'équipe, il n'y en aura pas un qui sera neuf. Par ailleurs, voilà la nouvelle politique qu'on va faire. Mais depuis le début de la campagne électorale, on l'attend, votre nouvelle politique, et elle ne vient pas, car vous n'en avez pas une autre. Dominique Strauss-Kahn, il y a au moins quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord. Et je dois dire à Mme Trautmann, j'ai été choqué de ce qu'elle a dit. Parce que nous n'avons pas les mêmes idées. Nous avons des convictions totalement différentes. Mais au moins, on pourrait ce soir se mettre d'accord pour saluer la démarche d'un homme, Alain Juppé, qui a fait honneur à la classe politique dans son ensemble, en tirant, comme il l'a fait, les conclusions personnelles d'un avertissement qui, de mon point de vue, n'était pas simplement adressé à sa personne. Voyez-vous, madame, on se grandit à l'ensemble de la majorité. Et donc vous pensez que tous les ministres devraient dire la même chose? Dominique Strauss-Kahn, avant de... Dominique Strauss-Kahn, simplement, il y a des moments qui sont dans la vie politique des moments de vérité. Et je crois que les uns et les autres, nous nous grandirions, et ça vaut aussi pour madame Trautmann, en reconnaissant quand le comportement de l'un des nôtres, dans la classe politique, quel qu'il soit, est un comportement qui fait honneur, parce qu'il est un comportement d'authenticité devant l'expression du corps électoral. Bien, je voulais le dire parce que c'est la vérité pour je vous interromps là parce que je voudrais que nous avancions un peu, parce que je voudrais que nous parlions ensuite des thèmes de campagne de ce second tour de la semaine qui vient devant nous, et il y a des reportages à présenter. Auparavant, justement, on peut peut-être revenir sur le rôle joué par Alain Juppé, qui en tant que Premier ministre, bien sûr, mais aussi en tant que chef du principal parti de la majorité, était donc chef de campagne du RPR et de l'UDF. Mais des voix, on l'a dit, de moins en moins discrètes se faisaient entendre chez certains ténors de la majorité pour critiquer le handicap que constitue ou que constituerait son impopularité. Je vous propose d'entendre le rappel de Carole Cohn. Une démonstration de force pour donner le coup d'envoi de la campagne. Au lendemain de l'annonce de la dissolution et devant tous les parlementaires du RPR et de l'UDF, Alain Juppé définit les contours de ce nouvel élan qu'il propose aux Français et s'impose comme le chef d'une majorité qui, depuis 2 ans, ne lui a pas épargné les critiques. Nous voici maintenant côte à côte, main dans la main, en ordre de marche. Dans cette marche commune, je voudrais que nous soyons à la fois pugnaces, unis et confiants. 2 jours plus tard, premier meeting d'une campagne qu'Alain Juppé souhaite joyeuse, mais qui, dit-il, sera brutale. Le Premier ministre désigne ses adversaires, socialistes et communistes. C'est le retour au clivage classique gauche-droite. La campagne s'engage bientôt sur le terrain. Le Premier ministre sillonne les circonscriptions pour apporter son soutien aux candidats de la majorité et mesure parfois ce qu'il reconnaît être un handicap dans cette bataille, l'impopularité. Vous faites 10 promesses et c'est tout. Ah ben non, on les tient parfois, vous savez, on en a beaucoup tenu déjà. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais pendant que le Premier ministre fait campagne, les ténors de la majorité, eux, commencent à s'agiter. Si certains refusent de tenir meeting à ses côtés, d'autres multiplient les déclarations qui sont autant de critiques voilées. Alain Juppé fait front et reprend même à son compte ce gouverner autrement, souhaité par Valéry Giscard d'Estaing. Gouverner autrement, c'est à coup sûr renouveler les équipes, mais c'est surtout changer et moderniser les comportements et les méthodes. Une intervention du président de la République, une nouvelle affiche, un nouveau slogan, mais la majorité a du mal à convaincre. Et le premier tour approche. Le Premier ministre multiplie les appels à la mobilisation. Je demande notamment à tous ceux qui nous disent qu'ils vont se défouler au premier tour, avant de se reporter sur nous au deuxième tour. C'est bien beau de se défouler au premier tour, mais quand on se défoule trop, après, on se foule complètement. Eh bien, il faudrait que ceux-là réfléchissent à ce qu'ils font, qu'ils regardent, qu'ils comparent et qu'ils choisissent en leur âme et conscience. Lyon est le dernier meeting d'avant-premier tour. 5000 personnes et une ambiance qui se veut survoltée. Mais les états-majors le savent, les résultats ne s'annoncent pas très bons pour la majorité. Depuis 5 semaines, Alain Juppé s'efforce d'entretenir le doute sur sa reconduction à Matignon en cas de victoire. Le suspense est aujourd'hui levé. Nous annoncions tout à l'heure en début de ce journal que le président de la République allait s'exprimer demain à la télévision sur France 2 notamment pour dire quel est selon lui le choix qui va se présenter aux Français dimanche prochain. Arlette Chabot, est-ce qu'on a une idée de ce que va dire M. Jacques Chirac ?
Bien, on disait cet après-midi à la présidence de la République que le chef de l'État avait l'intention de dire demain qu'il tire au fond toutes les conséquences du message clair et fort adressé par les Français hier. Alors il y a une première traduction aujourd'hui, c'est l'annonce du départ dans tous les cas de figure d'Alain Juppé, ce qui représente sûrement un déchirement pour le président de la République, car on connaît à la fois les liens personnels qui unissent Jacques Chirac et Alain Juppé, et puis il faut rappeler que dans le fonctionnement de l'exécutif, eh bien, les relations entre le président de la République et le Premier ministre étaient très bonnes, fonctionnaient très bien. Et on n'avait pas vu ça d'ailleurs depuis longtemps, sans doute, à la tête de l'État. Alors on verra demain aussi si le président de la République, sur le fond, infléchit le discours. On redonne en tout cas une perspective à cet élan partagé, un second souffle à la campagne. Le président de la République avait pris l'initiative en annonçant la dissolution. La gauche a gagné, si j'ose dire, la première manche, c'est-à-dire le premier tour. Le chef de l'État, sans doute, demain, en dramatisant, en rappelant le choix et qui est donné aux Français dimanche, et bien faire en sorte que cette majorité gagne le second tour. C'est évident. En un mot, M. Sarkozy, M. Bayrou, à votre avis, que doit dire le président de la République demain et quel choix de Premier ministre doit-il faire? Un nom ou bien un style de Premier ministre? François Bayrou. Oui, je crois que à la fois la décision du Premier ministre et l'intervention du président de la République demain ont le même sens. Elles manifestent, elles prouvent aux Français qu'ils sont entendus. Et je crois que c'est une des aspirations très fortes que les Français souhaitent voir prendre en compte les sentiments et les jugements qui sont les leurs, y compris quand ils savent qu'une politique est difficile. Moi, je ne crois pas du tout que les Français veuillent changer d'inspiration et retrouver l'inspiration qui régnait en France avant 1993. Ça aurait de très lourds et très graves inconvénients, et d'abord celui de voir la France changer à chaque élection de politique, ce qui tout de même est un très grave handicap depuis 20 ans. Je crois qu'il faut un minimum de durée et de solidité si l'on veut prendre la mesure des difficiles problèmes de ce temps. Mais l'intervention de demain soir du président de la République, elle est, je crois, pour prendre en compte les aspirations qu'il aura perçues chez les Français et pour les traduire en direction politique. Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pensez que le président de la République va demain définir les contours de ce que pourrait être le prochain Premier ministre, ou bien prononcer des noms, je ne sais pas, entre M. Séguin, Balladur? Le président de la République a proposé un nouvel élan. Ce nouvel élan, c'est trois choses. Nouvelle équipe, le processus est en route. Un nouveau style de gouvernement, François Bayrou en a parlé. Un gouvernement avec une attention particulière au concret, plus décentralisé. Une façon de gouverner qui ne part pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, autant qu'il est possible. Et par ailleurs, sur le fond de la politique à mener... M. Juppé que vous êtes en train de faire? Mais pas du tout. J'ai dit tout à l'heure que l'avertissement qui nous avait été adressé, c'est un avertissement collectif. Qui peut penser qu'une seule personne serait responsable des difficultés de l'avertissement qui nous a été adressé par des millions de gens? Mais ça, c'est très important sur le fond de la politique. Car ce que nous voulons, c'est d'une part donner davantage de liberté à ceux de nos concitoyens qui le souhaitent, qui le réclament, qui en ont besoin, pour créer davantage de richesses et davantage d'emplois, sans pour autant qu'on retire le moins du monde la solidarité dont ont besoin également la part de nos concitoyens qui sont des accidentés de la vie. Est-ce que vous avez un nom, l'un et l'autre, une préférence? Si nous étions président de la République l'un ou l'autre, M. Bilalan, ça se saurait. La réponse vaut pour vous? Je crois que le choix, c'est le président de la République qui le tirera après le deuxième tour. Car ce que je voudrais dire, Daniel Bilalian, c'est qu'une élection, ça se joue au deuxième tour. Et les enseignements du scrutin ne seront définitivement connus de chacune et de chacun d'entre nous après ce deuxième tour. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de mobiliser tous ceux qui ne veulent pas d'une coalition hétéroclite, socialiste, communiste et vert. Alors, je voudrais, avant qu'on aille plus loin, rappeler les résultats, cette fois-ci, résultats définitifs donc du premier tour d'hier, qui vont s'inscrire sur votre écran, vous les voyez. RPR-UDF divers droite 36,16%, ça sont les chiffres définitifs. PS divers gauche 27,55% des suffrages. Front National 14,94%. Parti communiste français 9,91%, ça ce sont les chiffres définitifs du premier tour. Alors Lionel Jospin, qui a donc les Verts, les Verts, oui. On va donner les résultats des autres petites formations. 3,59% attribués aux Verts de Dominique Voynet, qui ont signé un accord avec la gauche. Les divers mouvements écologistes, 2,68%. L'extrême gauche, au total, tous les candidats d'extrême gauche, 2,18% des suffrages exprimés. Et enfin, les divers, plus ou moins folkloriques, 1,79%.
Alors Lionel Jospin, j'en parlais il y a un instant, a réuni à Paris en début d'après-midi ses principaux collaborateurs pour préparer la tactique et la stratégie de cette semaine de l'entre-deux tours. En principe, le premier secrétaire du PS ne doit tenir que 2 meetings cette semaine, jeudi à Lille et ce soir, dès ce soir à Villeurbanne, où nous retrouvons nos envoyés spéciaux Guylaine Chenu et Patrick Deschmaquer. Lendemain d'élection et début de journée chargée pour Lionel Jospin. Il est midi. Son premier rendez-vous de la journée se tient dans la discrétion, dans un hôtel parisien avec sa garde rapprochée pour préparer la semaine. Vers 14 h, c'est devant les caméras cette fois qu'il retrouve son équipe de campagne au siège du PS. À l'ordre du jour, la stratégie pour le deuxième tour. Aujourd'hui, les socialistes ont le sourire. Un sourire parce qu'on se rend bien compte qu'il y a encore du travail à faire au cours de cette semaine pour rassembler la gauche, pour faire choisir celles et ceux qui n'ont pas voté dimanche dernier. Là, la droite a été effectivement plus qu'avertie, sanctionnée. Ce qui doit compter aujourd'hui, c'est de gagner sur un projet, pas de gagner sur le rejet d'un camp politique, en l'occurrence la droite. Voilà les personnalités socialistes qui vont battre la campagne cette semaine. Baptisés les mousquetaires, ils étaient 5 ce matin, ils sont 7 dans l'après-midi. Ils vont sillonner la France pour soutenir les candidats. Lionel Jospin, lui, souhaite prendre de la hauteur, travailler et se peaufiner un profil de chef de gouvernement. À 17 h 30, Lionel Jospin reprend la route direction Lyon. Il vient d'apprendre qu'Alain Juppé ne sera pas le prochain Premier ministre de la droite. La campagne s'accélère. Dans l'avion, il rédige le discours de ce soir. Dominique Strauss-Kahn, est-ce que le départ d'Alain Juppé va changer quelque chose dans la campagne que va mener pour ce second tour le Parti socialiste? Non, pas fondamentalement. La majorité sortante change de cheval au milieu du gué, c'est plus le signe de l'échec qu'autre chose, c'est l'aveu, mais enfin peu importe. Ce qui compte pour nous, je crois maintenant, c'est de continuer à essayer de convaincre les Français, ce qui a déjà commencé pour le premier tour, mais qui n'est pas encore suffisant, qu'il y a une majorité de rechange, qu'il y a une politique différente, dont on peut bien dire en face que c'est l'archaïsme, le retour au passé, mais les Français ne disent pas cela, ils l'ont montré. Ils pensent qu'au contraire, comme ça se passe dans la plupart des pays d'Europe qui sont aujourd'hui gouvernés à gauche, c'est l'avenir. Il y a, on le sait, 10 pays sur 14 aujourd'hui en Europe qui sont gouvernés à gauche, et peut-être 11 si la France vote à gauche. Les Anglais sont les derniers à avoir fait ce choix. Et donc c'est le choix qui correspond à ce dont on a besoin. À nous d'être capables de le prouver par des mesures concrètes qu'on a mis en avant sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi des jeunes, sur la réduction du temps de travail, et pas simplement par des phrases sur la liberté. Le problème que nous avons clairement, c'est qu'il y a un rejet de la majorité, ça je crois que c'est clair. Il n'y a pas forcément encore une adhésion. Exactement. Il n'y a pas encore véritablement une adhésion forte, il faut le reconnaître, vis-à-vis de ce que les socialistes et leurs alliés, les radicaux, les verts, les communistes proposent. Donc à nous de montrer que le rejet c'est une chose, mais on ne peut pas gouverner la France sur le rejet. La France a besoin d'une majorité qui suive un gouvernement. Celui-là, il est rejeté, on n'en parle plus. Mais nous, il faut que nous soyons capables, pendant la semaine qui vient, de montrer qu'on construit, qu'on peut construire et que ça peut changer dès les 15 jours qui viennent. Il faut que les Français le sentent, à nous de le montrer. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur une explication qui nous a été fournie hier soir par l'Institut BVA sur les projections en sièges et les pourcentages de voix à propos du premier tour. Beaucoup de questions nous ont été posées sur un problème bien particulier et que l'on peut comprendre. Par exemple, pourquoi le Parti communiste, avec 10% des voix, a une projection en siège de 20 à 23 députés dans la prochaine Assemblée, et pourquoi, par exemple, le Front National, avec près de 15% des suffrages, n'obtiendrait aucun siège ou un seul siège, voire 2 sièges dans la prochaine Assemblée. C'est une explication qui nous est apparue nécessaire de vous fournir. Explication Agnès Molinier. Les projections en sièges sont favorables à la gauche. Le Parti socialiste et les divers gauches remporteraient selon BVA 255 à 280 sièges. Le Parti communiste 17 à 23 et les écologistes 2 à 5. La majorité sortante obtiendrait entre 250 et 270 élus. Le Front National peut en espérer un. Mais au second tour, 2 scénarios sont possibles. Soit les électeurs confirment qu'ils veulent le retour d'une majorité de gauche, hypothèse favorisée par les nombreuses triangulaires où le maintien du Front National favorise mécaniquement les candidats de gauche. Soit les électeurs rectifient leur vote du premier tour. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'électeurs de la majorité actuelle qui considèrent qu'il ne faut pas que la gauche revienne au pouvoir et qui donc vont modifier leur vote. Par exemple, ils se sont abstenus au premier tour, ils vont décider d'aller voter au second tour. Des électeurs qui ont voté pour le Front National et qui envisageaient peut-être de s'abstenir, qui vont se mobiliser en faveur du candidat de la droite modérée parce qu'ils ne veulent pas d'un retour de la gauche au pouvoir. Et à ce moment-là, vous avez un effet de correction
du résultat du premier tour. Mais avant de connaître ces éventuels effets de correction, bien des rebondissements peuvent intervenir dans cette dernière semaine de campagne électorale. Des projections qui, il faut le rappeler, ne prennent pas en compte les dom-toms. Il y a 22 circonscriptions sur 577 qui pourraient s'avérer tout à fait décisives en cas de didite, comme on dit sur les champs de course. Le Front National a donc obtenu hier 14,94% des suffrages exprimés, 12% en 93. C'est son plus gros score lors d'une élection législative. On vous l'a dit, les candidats qui ont plus de 12,5% des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour. Cela va donc concerner sans doute environ 80 triangulaires. Aujourd'hui était réuni le bureau politique du Front National pour affiner la stratégie. Je vous propose tout de suite de voir le reportage sur place de Mickaël Darmon et Patrick Desmully. Je vous félicite tous, les uns et les autres. Après les applaudissements, place aux affaires sérieuses. La réunion du bureau politique est hebdomadaire, mais l'ordre du jour est exceptionnel. 3 heures de discussion et d'analyse au lendemain du premier tour d'une élection qui donne une fois de plus au Front National son rôle préféré. Vous préférez gagner ou être arbitre? Ah ben, quand on ne peut pas gagner, être arbitre, c'est déjà une façon importante de peser sur les événements, je crois. En passant, on se ravitaille. L'atelier de propagande, comme on l'appelle ici, fournit le matériel de campagne. Les candidats repartent les affiches sous le bras et les consignes de vote dans la poche. Voilà. Ça reste à tout à l'heure. Entre tout à l'heure et jeudi. Nous avons parlé du deuxième tour et des consignes très claires en sont sorties. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ce qui est clair, c'est que les dirigeants du Front National ici savourent ce moment. Oubliez pour l'instant les tensions internes pendant la campagne. On préfère commenter la décision d'Alain Juppé de quitter prochainement Matignon. Entre nous, c'est difficile pour lui de changer sans changer maintenant. Quant à Jean-Marie Le Pen, qui passe de studio en plateau télé depuis ce matin, il tient à afficher l'humeur du jour. Salut et fraternité. Monsieur Le Pen, quelles vont être les consignes pour dimanche prochain? Vous imaginez bien que c'est pas ici que je vais vous le dire. Non, non. Trop content d'être revenu au centre de la vie politique, Jean-Marie Le Pen a manifestement l'intention de faire durer un peu le suspense quant aux consignes de vote pour le deuxième tour. Malgré le slogan officiel, ni droite ni gauche, des listes de cas particuliers sont étudiées en fonction des circonscriptions. Bref, à côté des grandes déclarations de principe, Jean-Marie Le Pen n'oublie pas d'être un pragmatique. L'attitude des électeurs du Front National sera tout à fait déterminante dimanche dans un certain nombre de régions, notamment la région PACA, exemple dans le Var, où le Front National est en tête dans 4 circonscriptions sur 7. Exemple à Toulon, où le maire FN a une bonne chance. Reportage Marie-Pierre Farkas, Nathalie Gallet. Image d'un député aux abois exclu de la bataille de deuxième tour de Toulon pour 86 voix. Assurance tranquille d'un homme qui a gagné la mairie il y a 2 ans et qui se verrait bien à l'Assemblée lundi prochain. Jean-Marie Le Chevalier est fier d'avoir entamé la forteresse varoise de l'UDF et du Parti républicain. Je crois que le Parti républicain est parti en voie de disparition, c'est sûr. Parce que le PR dans le Var est trop assimilé aux affaires, aux turpitudes, n'est-ce pas, de Pagnol, ils n'ont retenu que Topaz. C'est un peu court. Le président du Conseil général retient sa colère. Depuis 3 ans, il essaie de faire comprendre aux états-majors parisiens que pour arrêter le Front National, il faut des hommes neufs. C'est pas le Front National qui a gagné cette ville, c'est nous, de par notre attitude, qui avons donné cette ville au Front National. Les choses sont différentes. Et on vient, à travers une attitude suicidaire de division, de dissidence, on vient de perdre 2 circonscriptions de cette ville. Au profit de qui, c'est la question. Les socialistes, un peu surpris de leurs résultats, comptent bien perturber les plans de carrière de Jean-Marie Le Chevalier. Leur arme, c'est le sourire d'Odette Casanova. Comme les électeurs l'ont dit tout au long de cette campagne, il faut changer cette image de Toulon. Toulon a des atouts, il y a une ambition pour cette ville, et ce n'est pas un député Front National qui peut le représenter. Ça, je crois qu'on soit de droite ou de gauche. Si on est Toulonnais et qu'on croit en sa ville, on doit le comprendre. Un message que cette candidate avait aussi adressé à ses supérieurs hiérarchiques à Paris, sans grand succès jusqu'à présent. Le Front National avec M. Jean-Marie Le Pen en direct avec nous. Monsieur Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Bien, Monsieur Jean-Marie Le Pen, on va parler à l'instant même de la stratégie. On va voir si vous levez le suspense sur les consignes de vote au second tour. Mais d'abord, réaction au départ de M. Alain Juppé, annoncé cet après-midi par lui-même.
Oui, je voudrais d'abord rappeler à Mme Casanova qu'il y a 30 ans que les socialistes ont été chassés de Toulon. Par conséquent, c'est l'éternel retour, si je peux dire. Le départ de M. Juppé, nous l'attendions. Nous savions bien que dans un navire qui fait eau, il arrive que les capitaines impitoyables jettent par-dessus bord les passagers qui ne servent plus à rien et qui pèsent trop lourd. Alors je crois que c'est ce qui lui est arrivé. Plus exactement, on lui a demandé de sauter à l'eau et avant il s'est fait élégamment soupuku, n'est-ce pas? C'est-à-dire il s'est fait harakiri devant tout son équipage qui d'ailleurs a salué son courage et son dévouement. C'est un élément important dans la campagne à venir, monsieur. Cela ne fait pas flotter le bateau. Et Jacques Chirac sait bien, dont le bateau parisien a été longtemps l'emblème. Alors, parlons un peu maintenant du Front National et de sa stratégie pour le second tour. Vous faites durer le suspense ou vous pouvez nous dire maintenant quelles sont les consignes de vote lorsqu'un candidat du Front National ne se présente pas ou ne peut plus se présenter, n'est plus en mesure de rester en lice? Oui, mais ce qui est important pour nous, ce ne sont pas ceux qui ne peuvent plus se présenter. Ce qui est important pour nous, ce sont les 133 qui sont en combat de deuxième tour. C'est-à-dire qui peuvent, parce que c'est le peuple qui décide et non pas les états-majors ni les statisticiens, qui peuvent gagner s'ils savent rallier autour d'eux les abstentionnistes, ou bien encore tous ceux qui ont porté leur voix sur les innombrables candidats, sur ce pullulement de candidats organisés d'ailleurs par la majorité, par le pouvoir, pour isoler le Front National au milieu des petits partis et se réserver toutes les bonnes parts du gâteau médiatique. Eh bien tous ces gens-là, nous leur demandons de porter leur voix de façon décisive et significative sur les candidats du Front National. Et nous espérons à partir de là avoir un certain nombre de députés qui, compte tenu du fait, comme vous le disiez, que la gauche et la droite sont dites hit, par conséquent sur la même ligne, peut-être arbitrer et ainsi imposer que ne soit pas fait un certain nombre de sottises géantes et criminelles et peut-être engager une espèce de renaissance. Et puis nous apprendrons ainsi à nos adversaires qui nous sommes, assez différents des fantasmes qu'ils se représentent quelquefois d'ailleurs avec bonne foi. Monsieur Le Pen, cela dit, bon, là, vous n'avez développé votre stratégie lorsque vous restez en lice. Dans les cas où vous n'êtes plus dans le combat, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir vers qui vous penchez? Est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est la gauche? Je ne peux pas vous le dire parce que j'ai lancé un appel à nos concurrents, à nos adversaires, pour demander à ceux d'entre eux qui seraient d'accord avec nous sur deux points précis. D'abord, l'hostilité à Maastricht et d'autre part, le respect du principe de préférence nationale, de nous le manifester. S'ils nous le manifestent, ils pourront éventuellement compter sur notre soutien au deuxième tour. Et cela, je suis obligé d'attendre leur réponse jusqu'à jeudi soir où au Palais des Sports à 19h à Paris, je ferai le grand meeting final, en quelque sorte, du deuxième tour, et là je ferai connaître à la fois la liste des indulgences et la liste des proscriptions du Front National. Sérieusement, Monsieur Le Pen, vous pensez que l'un ou l'autre côté va vous répondre sur ces deux thèmes? Écoutez, c'est la vie politique. Nous offrons des mains ouvertes, nous attendons qu'on nous les prenne, si on ne nous les prend pas, nous les refermerons. Merci, Monsieur Le Pen. Nicolas Sarkozy, vous avez entendu Jean-Marie Le Pen. C'est vrai qu'il y a pratiquement 15% de suffrages qui se sont portés sur le Front National. Oui, je voudrais dire à Jean-Marie Le Pen que pas plus lui qu'aucun d'entre nous, nous ne sommes propriétaires de nos voix. Et je crois que respecter l'électeur, c'est respecter ce qu'il a dit lorsqu'il s'est manifesté dans les urnes, mais il n'en est pas propriétaire. Alors j'ai bien entendu le petit jeu de démolition auquel M. Le Pen voudrait se livrer, de façon à rendre notre pays ingouvernable, à faire danser d'un côté la gauche, puis d'un côté la droite, ce qui est la démonstration vivante qu'une voix donnée au candidat du Front National, c'est une voix qui est perdue, qui ne sert à rien, qui ne peut pas permettre de préparer l'avenir. Alors, dans les gens qui votent pour le Front National, il y a des gens qui ont des inquiétudes, des angoisses, des peurs. Nous devons prendre en compte une partie de ces inquiétudes, de ces angoisses ou de ces peurs. Quant à quelque alliance que cela soit avec le Front National, les choses sont parfaitement claires. Il n'y en aura pas. Nos candidats, chaque fois qu'ils peuvent se maintenir, se maintiendront. Et je pense d'ailleurs qu'une des raisons de la montée de l'extrémisme, et cette espèce de désespérado vers des candidats qui ont un tel discours, c'est l'atonie du débat politique. Et nous en sommes responsables en n'affirmant pas suffisamment fort les différences entre la gauche et la droite.
Nicolas Sarkozy, si vous étiez électeur à Vitrolles où votre candidat est éliminé, vous voteriez socialiste ou Front National dimanche prochain? Bruno Mazur, si j'étais électeur comme tout le monde, j'aurais le droit de ne pas donner mon vote. Oui, et si j'étais responsable politique sur Vitrolles, je ne donnerais aucune consigne de vote car les électeurs sont libres de leur choix. Madame Trottmann, vous avez forte affaire avec le Front National dans votre région, dans votre département. Vous avez entendu ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Est-ce que sur ce point, vous le rejoignez? Alors, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Sarkozy, c'est que personne n'est propriétaire des voix qui sont exprimées par les électeurs. Ce que je regrette d'ailleurs dans ces élections, c'est qu'on a le sentiment qu'on essaye de les prédéterminer en rompant en quelque sorte la règle démocratique minimale qui est le temps du débat démocratique nécessaire à ce que les Français puissent faire un vrai choix. Et je pense que dans cette précipitation, il y a évidemment un jeu qui a été au fond assez favorable à la montée du Front National. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il est certes intéressant d'entendre des partis pris et des affirmations vertueuses sur les plateaux de télévision. Moi, je regarde comment aujourd'hui se mène le jeu politique dans les circonscriptions et je dois dire que c'est très différent. Lorsque je vois des propos comme ceux qui ont été tenus, confondant, comme l'a fait M. Léotard, le Front populaire et le Front national, lorsque M. Debré a parlé des frigos, lorsque nous voyons un certain nombre de candidats qui courent déjà, dans le premier tour d'ailleurs, derrière les thèses qui sont défendues par ce parti, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'exiger de chaque candidat et de chaque futur éligible lors de ces élections, une prise de position claire. Parce que je pense qu'il y a aussi un devoir moral qui est celui de respecter les valeurs républicaines et que cela passe par un engagement clair et non par une ambiguïté ou par le silence. Merci Catherine Trottmann. D'un responsable du Parti Socialiste, quand on sait comment M. Mitterrand a utilisé le Front National, et que c'est Laurent Fabius qui a fait rentrer le Front National à l'Assemblée nationale, ça ne manque pas de sel. Monsieur Sarkozy, la déclaration vertueuse de ce on va pas entamer Attendez, on peut pas laisser. J'espère pour vous que les électeurs n'ont pas trop de Alors, Monsieur réponse Sarkozy, rapide de Dominique Strauss-Kahn. on peut pas laisser dire des choses pareilles. Jusqu'à maintenant, vous étiez resté digne face au Front National, tout en disant pour autant que. Franchement, merci de ce brevet de respectabilité. Tout en disant pour autant que vous ne savez pas pour qui vous voteriez entre le Front National et le Parti Socialiste. Mais ne venez pas. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Oui, c'est ce que je pense que les Français ont compris. J'ai dit que je ne le dirai pas. Oui, c'est pareil. Franchement, je vous ai connu. C'est pareil. Non, mais attendez, c'est pareil parce que, vous comprenez, on me poserait une question. Moi, je dirais qu'entre un Front National et un RPR, à titre personnel, je voterai pour le RPR. La stratégie du Front républicain, Dominique Sarkozy, c'est ça la différence. Dominique Strauss-Kahn, c'est que moi, je le dis. Peut-être qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Est-ce que vous croyez vraiment que la stratégie du Front républicain, qui a conduit notamment à Vitrolles, laissez-moi parler, qui a conduit à Vitrolles, juste, je veux terminer là-dessus, parce que c'est un point auquel j'attache beaucoup d'importance, à titre personnel et pour des raisons morales. La stratégie à Vitrolles, qui a conduit la majorité à retirer sa liste, n'a en rien empêché la candidature et l'élection de Mme Maigret. Voyez bien, le Front National. On n'en terminera pas avec cette polémique-là ce soir. Personne ne parle du Front républicain. Messieurs, mais à Dreux, les socialistes ont fait en sorte que M. Sirbois soit battu. À Vitrolles, vous n'avez pas fait en sorte que M. Maigret soit battu. Merci. Un mot, M. Bayrou, mais vraiment, on arrête là, on aura l'occasion d'en reparler cette semaine s'il y a polémique sur ce thème. Parce que ce genre de débat vêtu de probité candide et de lin blanc, quand on sait que dans la presque totalité des triangulaires qui vont être organisés, c'est évidemment le Parti Socialiste et la gauche qui profiteraient ou risquent de profiter du maintien du Front National, je trouve que... Monsieur Bayrou, et dans tous les cas de retrait, c'est vous qui récupérez les voix du Front National, voyons, Monsieur Strauss-Kahn. Moi, je ne suis pas partisan du fait qu'on se renvoie, Monsieur Le Pen, d'un bout à l'autre du jeu politique français, comme une espèce de boule destinée à abattre les quilles des autres. Dans ce cas-là, il ne faut pas commencer à nous... Mais je souhaite... S'il vous plaît. Enfin, il me semble... Attendez, parce que là, on ne va pas passer l'heure sur ce thème qui est important. La vertu offensée n'est peut-être pas à sa place dans ce jeu. D'accord. Merci, en tout cas. Et on poursuit, s'il vous plaît. Je vous propose de revenir tout de suite sur l'une des données de la soirée du premier tour d'hier. Le score du Parti Socialiste, donc crédité par BVA de 25,5% des voix, stricto sensu, après le grave revers de 93, progression à peu près partout du Parti Socialiste, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, l'un de ses fiefs traditionnels. Tout de suite, le reportage à Lille de Patrice Romden.
Au pied du beffroi de Lille, la première circonscription du Nord. D'ici, Roger Salingro partit pour l'Assemblée nationale. De ses quartiers, Pierre Mauroy fut le député, un symbole. Pourtant, en 1993, Colette Codaccioni, éphémère ministre d'Alain Juppé, s'empare de la circonscription. Aujourd'hui, elle est en passe de la perdre. Bernard Roman tient sa revanche et dans son sillage, tous les socialistes du Nord. Dans le département, le PS progresse de plus de 5 points. Il ne désespère pas de reprendre les 11 sièges perdus en 1993. Aussi, dans les permanences des uns et des autres, militants et sympathisants s'affairent avec une fierté retrouvée. Les socialistes ont cessé d'être fiers, au début des années 90, ont cessé d'être fiers d'être socialistes. Et c'est ce qui nous a coûté très cher en 1993. Avec Lionel Jospin, avec la campagne présidentielle, avec les résultats de la campagne municipale, les socialistes du Nord ont retrouvé la fierté d'être socialistes, de porter des idées de gauche. Et c'était déjà les signes avant-coureurs de ce qui s'est passé à l'occasion de ce premier tour des élections législatives. Ce premier tour nous donne des ailes. Dès hier, dans sa mairie de Lille, Pierre Mauroy affichait son optimisme. Félicitations pour Guy Asquette, candidat vert soutenu par le PS, il arrive en tête. Autre sourire, celui de Martine Aubry, dont le parti progresse de 13 points dans la 5e circonscription. Aubry, Asquette, mais aussi Delbar et Le Garec, figures emblématiques d'une reconquête amorcée dans ce département où naquit le socialisme. Les socialistes du Nord qui entreront à l'Assemblée nationale dans une semaine le devront certes avant tout à leurs électeurs, mais aussi pour certains d'entre eux au Front National. Dans le Nord, le parti de Jean-Marie Le Pen progresse de 2 points, il recueille 17,6% des suffrages, ce qui lui permet parfois de se maintenir et de provoquer quelques triangulaires intéressantes pour la gauche. Nous avons écouté tout à l'heure M. Robert Rue du Parti communiste français. Voyons maintenant quel est le chiffre exact des voix recueillies par le PC lors du premier tour hier. 9,91%, ce n'est pas tout à fait 10 comme l'espérait le Parti communiste. Le Parti communiste qui a réuni aujourd'hui ses instances dirigeantes. Reportage au bureau du comité central du Parti communiste français. Aucun nuage au-dessus du siège du Parti communiste, comme si le score de la gauche hier avait libéré l'horizon. Du coup, il devient urgent de parler, même avec retenue, d'un éventuel accord de gouvernement. On n'a pas décidé que nos deux partis, je pense au Parti socialiste et au Parti communiste, ne faisaient plus qu'un. Mais il reste qu'il y a la base qui rend possible, pour moi, la réalisation d'un accord sur lequel il faut travailler naturellement, mais ça peut aller vite, très vite, pour reprendre la formule de Lionel Jospin la semaine dernière. Le score réalisé par le Parti communiste paraît réjouir ses militants et sa direction. L'objectif des 10% des voix a été atteint, affirme-t-on, même si le chiffrage du ministère de l'Intérieur s'est arrêté, lui, à 9,98% des voix. L'optimisme est donc de rigueur. 30 députés pourraient siéger au Palais Bourbon contre 23 actuellement. Et l'on cite quelques circonscriptions gagnables, comme Nanterre, Nîmes ou Perpignan, sans oublier Argenteuil, où se présente le premier dirigeant du Parti communiste. Pour rassembler la gauche, Parti socialiste et Parti communiste vont faire un peu campagne commune. Pas de grand meeting, mais un déplacement conjoint de Lionel Jospin et Robert Rue. Les deux hommes pourraient soit se rendre dans une circonscription où un écologiste et candidat est en bonne place, soit se rendre dans 2 circonscriptions voisines où un candidat communiste et un candidat socialiste ont tous deux des chances de passer brillamment l'épreuve du second tour. C'était l'une des caractéristiques de ce premier tour, la très grande présence en tout cas des candidats écologistes, 1200 au total selon le ministère de l'Intérieur. Les Verts, donc, dont Dominique Voynet est porte-parole, ont obtenu au total 3,59% des suffrages exprimés. Génération Écologie de Brice Lalonde 1,7%. Les autres candidats écolos un petit peu moins d'1%. Antoine Bechter comme Brice Lalonde qui ont mordu la poussière dès le premier tour. Dominique Voynet est qualifié pour le second tour. Il y a au total une vingtaine de candidats verts pour ce deuxième tour. Dominique Voynet qui se présente à Dole et qui a présidé aujourd'hui un conseil national extraordinaire des Verts. Reportage Valérie Gagé, Roger Mathurin. Au niveau local, au niveau régional, Dominique Voynet a quitté aujourd'hui pour quelques heures sa ville de Dole et sa casquette de candidate. C'est à Paris que la porte-parole des Verts est venue commenter les résultats nationaux de sa formation.
Grâce à l'accord électoral conclu avec le PS, les Verts sont les seuls écologistes à tirer leur épingle du jeu. Près de 4% des suffrages et 20 candidats présents au second tour, dont 9 femmes. Pour la première fois de leur histoire, les Verts devraient faire leur entrée à l'Assemblée et pourquoi pas dans un gouvernement de gauche. Il est évident pour nous que les Verts n'ont pas vocation à s'intéresser seulement à l'environnement. C'est nous qui avons été les porteurs de la proposition d'une loi sur les 35 heures. C'est nous qui plaidons aujourd'hui pour un rééquilibrage des transports collectifs au détriment de l'automobile. C'est nous qui plaidons pour une agriculture paysanne permettant de maintenir de nombreux paysans. Donc je crois que des députés écologistes s'intéresseraient à tous les sujets de société. Des ministres écologistes sont en mesure de prendre en charge de nombreux thèmes qui intéressent l'avenir des Français. Dominique Voynet a officiellement appelé à voter au second tour pour les candidats de la gauche en position de l'emporter. Puis, après de multiples interviews, elle a repris la route du Jura pour la dernière ligne droite de sa propre campagne. Voyons maintenant les résultats de la droite, de la majorité sortante. Donc, résultats d'hier, de ce premier tour. RPR 16,81% des voix, UDF 14,70%. La droite indépendante de Philippe de Villiers 2,8 et les divers droites 1,85. La droite, la majorité sortante, est en difficulté à Paris. Vous savez que la ville de Paris est traversée d'affaires, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Cela a eu des conséquences sur le scrutin d'hier. Deux seuls élus de la majorité hier à Paris, M. Pons dans le 7e arrondissement et M. Gantier dans le 16e arrondissement de Paris. Les difficultés donc de la majorité sortante dans la capitale. Reportage Jeff Wittenberg. Conseil de crise dans une forteresse ébranlée. C'était ce midi à l'hôtel de ville. Jean Tibéry réunissait les siens, tous les candidats de droite ou leurs représentants encore en lice dans les 19 circonscriptions parisiennes où il y a ballottage. Le sourire affiché hier soir est de pure forme. Le coup est rude pour la majorité. Outre Jean Tibéry lui-même, bousculé dans son fief du 5e arrondissement, des personnalités des ministres comme Jacques Toubon, Corinne Lepage ou Anne-Marie Coudert se retrouvent menacées. La droite parisienne n'avait pas connu ça depuis 20 ans. Il y a plusieurs motivations qui peuvent jouer au premier tour, notamment à Paris. Le nombre de candidats très important qui fait qu'il y a eu un éparpillement des voix. Donc c'est au dimanche prochain qu'il faudra bien préciser les choses. En attendant, c'est le Parti socialiste qui se donne des airs de conquérant dans la capitale, à l'image de Christophe Carèche, 35 ans, une des nouvelles têtes du PS, épaulé cet après-midi par Catherine Trautmann. Il pourrait l'emporter dans la 18e circonscription, symbolique. C'était jusqu'en 93 celle d'Alain Juppé. Il y a évidemment ce qui se passe à la mairie de Paris, qui joue inévitablement. Je crois que les Parisiens veulent un renouvellement profond à Paris, à la fois des pratiques et de la façon de faire la politique. Outre le climat des affaires, la tradition électorale veut qu'à Paris, les tendances nationales soient toujours amplifiées. Le résultat, c'est une forte poussée de la gauche dans ce qui était jusque-là une citadelle de la droite. Voilà, nous avons pris un petit peu de retard, mais nous avons déjà largement débattu. Je voudrais vous demander aux uns et aux autres, très rapidement, les thèmes de campagne qui seront les vôtres dans la semaine qui va venir. Le maître mot, si je puis dire, parce que nous sommes vraiment très en retard. François Bayrou, Nicolas Sarkozy, M. Strauss-Kahn, Mme Trautmann. Une étape nouvelle. Cette étape nouvelle, on l'a vu, elle sera portée par des visages nouveaux. Une étape nouvelle qui donnera, qui sera conduite par une méthode nouvelle, une méthode pour laquelle nous plaidons. Je plaide depuis longtemps, en particulier, qui est une méthode de proximité. L'idée que les gens qui sont sur le terrain sont les premiers à prendre en compte lorsqu'on prend une décision. Et enfin, une clarification sur ce qui a peut-être été le moins bien compris de la campagne électorale, le fait qu'il convient à la fois d'avoir de la liberté pour que l'économie se porte bien, et puis d'avoir l'idée d'une protection, de liens plus forts entre les gens pour que la société soit plus vivable. À la fois l'économie qui se porte bien et la société la plus vivable, c'est l'équilibre du projet de la majorité. Nicolas Sarkozy, un tout petit peu plus court, s'il vous plaît. Alors, même pas deux mots, un mot. Si j'avais à en choisir un, c'est se battre avec beaucoup d'ardeur pour convaincre. Jusqu'à la dernière minute, tout reste possible. Nous avons besoin de tous ceux qui ne veulent pas d'une majorité socialiste, communiste et vert. Tout est possible. Et je dis aux déçus de la majorité que l'avertissement qu'ils ont adressé à la majorité a été entendu. Que maintenant il faut se rassembler parce qu'on ne rentre pas dans le XXIe siècle avec les idées du XIXe.
Deux slogans. Alors, quel sera le slogan de la gauche pour ce Le changement, si on veut changer, il n'y a véritablement que la majorité qui est organisée autour de Lionel Jospin qui peut le faire. Le premier tour est un succès personnel très clair pour Lionel Jospin, c'est la stratégie qu'il a choisie, les Français l'ont reconnu. Si on veut changer les choses, c'est évidemment dans ce sens-là, et on ne peut pas imaginer une seule seconde que la reconduite de la majorité antérieure, même avec quelques nouvelles têtes, M. Balladur, c'est pas vraiment une nouvelle tête, change quelque chose à la politique suivie. Bien, non, on ne recommence pas la polémique. Madame Trautmann. Les Français ont besoin d'un retour à la confiance. Sans confiance, on ne saura ni régler les problèmes de chômage, ni retrouver un certain allègement des charges et un retour aussi à un avenir meilleur pour l'ensemble des Français. Ce qui me frappe dans le débat que nous avons eu lors de ce journal, c'est qu'on a le sentiment qu'on nous parle aujourd'hui d'une autre politique sans savoir laquelle elle est. D'autres personnes, et ça finit par ressembler à un théâtre d'ombre ou à une lanterne magique dont on change les personnages sans jamais véritablement connaître le sens de la pièce. Je crois que par conséquent, il faut dire aux Français que nous avons une équipe qui a pris l'engagement de les respecter et qui a pris en même temps aussi l'engagement de proposer des choses concrètes et non pas tout simplement un pari. Merci beaucoup. Avant de revenir sur le reste de l'actualité rapidement, j'ai un rappel sur le 3615 de Code France, vous pouvez obtenir et retrouver tous les résultats des 555 circonscriptions métropolitaines. Alors, les deux gros autres titres de l'actualité de ce lundi, c'est l'arrivée à Paris de M. Boris Eltsine, le président russe, qui a rencontré le président Jacques Chirac cet après-midi à l'Élysée. M. Boris Eltsine est venu signer demain en compagnie d'autres chefs d'État comme M. Clinton ou le chancelier Kohl, un accord associant la Russie à l'OTAN en vue de l'élargissement de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La signature aura lieu officiellement demain à Paris. Voilà pour l'événement politique. Et puis l'événement sportif, c'est le début de Roland-Garros, du tournoi, avec une mauvaise nouvelle cet après-midi pour les Français, puisque Fabrice Santoro, a été battu au premier tour par l'Américain Sampras. En revanche, Pioline s'est qualifiée et Mary Pierce également, qui a battu la Russe Panova. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Nous avons essayé d'être le plus complet possible sur l'élection, en vous rappelant le grand titre, donc, c'est le départ annoncé de M. Alain Juppé, donc, qui ne sera plus Premier ministre après lundi prochain, quel que soit d'ailleurs le résultat de l'élection de dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Je remercie nos invités. À demain soir, 20 h.